Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, les Burkinabés protestent contre l'aggravation de la situation sécuritaire dans le pays. Ce samedi, ils étaient des milliers à arpenter les rues de plusieurs villes du pays pour manifester leur ras-le-bol. Le président nigérien Mohamed Bazoum réaffirme ses garanties de sécurité et de relance économique aux populations réinstallées de Barwa. Ce samedi, il est allé à la rencontre des populations de ce village déserté il y a plus de 6 ans en raison de la menace du groupe terroriste Boko Haram. Et garantir une identité légale à chaque enfant africain, tel était l'objectif de la campagne Mon nom est personne, lancée en juin 2020 par l'UNICEF et l'Union africaine. A-t-elle eu un véritable impact? Les détails dans la suite de cette édition. Mais tout d'abord, la condamnation de Jacob Zuma à 15 mois de prison pour outrage sera réexaminée par la Cour constitutionnelle lors d'une nouvelle audience le 12 juillet prochain, après une demande d'annulation de l'ex-président sud-africain. Dans sa demande d'annulation de la décision de la Cour soumise le 2 juillet, Jacob Zuma a déclaré qu'aller en prison le mettrait au plus haut risque de décès dans ce contexte de crise sanitaire compte tenu de son âge avancé et ses problèmes de santé. Ce samedi 3 juillet, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues de plusieurs villes du Burkina Faso, dont la capitale Ouagadougou, pour protester contre l'aggravation de la situation sécuritaire et réclamer une réponse aux attaques djihadistes de plus en plus meurtrières. Des manifestations qui interviennent un mois après l'attaque de Solane dans le nord-est du pays, qui avait coûté la vie à plus de 130 personnes. Non à l'insécurité grandissante, non à l'abandon des populations, non aux attaques sans fin. Quelques slogans scandés par les populations en colère ce samedi. On écoute. Et voilà pourquoi nous avons répondu ce matin à cet appel pour exprimer toute notre indignation, toute notre colère vis-à-vis de ce régime qui a échoué de façon cuisante. Si ceux qui sont au pouvoir n'arrivent pas à diriger, qu'ils débarrassent le tablier. Les Burkinabés en ont marre d'assister à des cadavres sans que rien ne soit fait. On ne peut pas comprendre qu'une population est en train de souffrir du jour au jour et sur un mois, aucune réaction de la part du gouvernement. C'est très déplorable. À la limite, on se demande si nous, en tant que commune de Madjouari, est-ce que nous sommes inscrits sur l'ensemble de la population du Burkina Faso. Complètement, c'est la commune délaissée. Donc ça fait plus de 5 ans, on navigue à vie, on tâtonne donc dans un domaine aussi crucial que celui de la sécurité, c'était inacceptable. Donc il fallait donc marquer le coup, marquer notre mécontentement, marquer donc le désarroi du peuple et le peuple qui crie donc à sa soif de sécurité et de paix qu'elle a connue pendant de nombreuses années. Le président du Niger, Mohamed Bazoum, était en déplacement dans le village de Barwa ce 2 juillet. Occasion pour lui de rencontrer les populations qui se sont réinstallées dans le village après l'avoir déserté il y a près de 6 ans. Pour rappel, plus de 1800 ménages avaient dû fuir leur village en 2015 à cause des attaques du groupe terroriste Boko Haram. L'opération de retour des déplacés à Barwa a démarré le 20 juin. Le point dans ce reportage de notre correspondant Sado Alizé Mokhtar. Village totalement en ruine, habitation effondrée, école à reconstruire, centre de santé et point d'eau à réhabiliter. Bref, tout est à refaire. C'est la triste image que retrouvent les populations de Barwa, un village frontalier du Nigeria, à l'extrême sud-est du Niger, à 135 km de Difa et 3 km du lac Tchad. Le village avait été abandonné depuis 2015 par les habitants, terrorisés par les attaques récurrentes de la nébuleuse Boko Haram dans la zone. Aujourd'hui, Barwa est en train de renaître grâce au retour au bercail des hommes, femmes et enfants du dit village. Ça fait 6 ans, le village a déserté depuis 2015. Le village s'est installé à Ngagam, ensuite 3 ans après, il s'est installé à Awaridi, à côté de Difa.
la population s'est dispersée. Ça fait 2 ans que la population vit dans une situation très difficile et précaire. La population était dans des situations, dans des bonnes situations. Les gens cultivaient, les gens pêchaient, les gens font de l'élevage, du commerce. Maintenant, on demande au président de la République d'aider la population pour reprendre toutes ces activités. Afin de constater de visu le déroulement des opérations de retour des populations déplacées dans leurs localités respectives, le président de la République en visite de travail dans la région depuis le 1er juillet 2021 a été l'hôte des habitants de Barwa. Mohamed Bazoum est venu rassurer ses habitants des nouvelles mesures sécuritaires prises pour les mettre à l'abri des attaques de Boko Haram et ainsi relancer les activités socio-économiques. Nous n'avons pas amené les populations de Barwa pour les y confiner et considérer que c'est ça l'objectif que nous devrions atteindre. Notre objectif, c'est, en ramenant les populations, de leur permettre de s'adonner à leurs activités économiques. Et les champs, ils ne sont pas dans le village, ils sont hors du village. Le lac n'est pas dans le village, pour la pêche, il est hors du village. Notre devoir, c'est de faire en sorte que le lac soit fréquentable, qu'il n'y ait pas par conséquent des positions de terroristes dans le lac, de nature à empêcher cette activité-là. Qu'il n'y ait même pas des mouvements de nature à empêcher l'activité en question. C'est pareil pour l'agriculture, c'est pareil pour l'élevage. Il faut noter que Barwa est le village test pour le retour de tous les déplacés internes dans leur village d'antan. Rappelons aussi que près de 6000 personnes originaires du village de Barwa et 18 autres villages ont rejoint leur terroir grâce à ce programme qui vise à réinstaller environ 130 000 déplacés de la région de Difa, recasés pour la plupart dans des camps de réfugiés. Dans l'actualité également, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu une réunion publique sur la situation au Tigré ce 2 juillet, la première depuis novembre 2020. Rosemary DiCarlo, la secrétaire générale adjointe de l'ONU aux affaires politiques et à la consolidation de la paix, a exhorté les forces de défense du Tigré à respecter le cessez-le-feu déclaré par l'Éthiopie. Un cessez-le-feu proclamé le 1er juillet, soit quelques jours après la prise de la capitale régionale Mekele par les rebelles. La diplomate a également déclaré que ce cessez-le-feu faciliterait non seulement l'aide humanitaire, mais qu'il constituerait aussi le point de départ d'une sortie de crise. On l'écoute. L'annonce du cessez-le-feu offre une opportunité que toutes les parties au conflit, y compris le TPLF, doivent saisir et exploiter. À cet égard, nous exhortons les TDF à approuver le cessez-le-feu immédiatement et complètement. La communauté internationale doit continuer d'appeler à un cessez-le-feu permanent qui doit être respecté par toutes les parties. Nous devons exhorter les dirigeants éthiopiens à œuvrer rapidement pour établir l'unité nationale par le biais d'un processus de dialogue et de réconciliation inclusif. Encore une fois, la récente indication du gouvernement de son intention de le faire est positive. Toutes les parties doivent garantir le passage en toute sécurité des travailleurs humanitaires pour la poursuite de la livraison de fournitures. La destruction du pont de Tekese le 1er juillet a effectivement coupé le Tigré central du Tigré occidental, fermant une artère vitale pour l'aide humanitaire. Un cessez-le-feu observé par toutes les parties faciliterait non seulement la fourniture d'une aide humanitaire, mais serait également un point de départ pour les efforts politiques nécessaires pour trouver une issue à la crise. Le conflit au Tigré est le résultat de griefs politiques profondément enracinés qui ne peuvent être résolus que par le dialogue et un processus politique crédible. Lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a révélé le 2 juillet que le Trésor public perd 20 millions de dollars chaque mois à cause des emplois fictifs au sein de la fonction publique. Plusieurs cas litigieux ont en effet été décelés dans le fichier de référence de l'administration publique. Il s'agit entre autres de cas de doublons, de cumulards, d'agents fictifs et autres détenteurs de faux matricules qui font perdre
trésor public plus ou moins 240 millions de dollars par an. Le patron de l'administration publique a annoncé qu'à cet effet, une commission a été mise en place sous sa propre coordination pour garantir une remontée sécurisée des données des agents et fonctionnaires des provinces vers le fichier central. À peine la moitié des enfants de moins de 5 ans vivant sur le continent africain sont enregistrés à la naissance, privant ainsi des millions d'autres de la possibilité d'avoir une identité légale et de jouir de leurs droits fondamentaux. Afin de régler cette problématique, en juin 2020, l'UNICEF et l'Union africaine ont lancé la campagne dénommée « Mon nom est personne » pour éveiller les consciences sur l'importance d'enregistrer les enfants dès leur naissance. Un peu plus d'un an après, quel bilan peut-on faire de cette initiative? Élément de réponse avec Corinne Léon. 3500 enfants ont récemment reçu à Béni, en République démocratique du Congo, leur certificat de naissance, des enfants qui sont pour la plupart des déplacés de guerre. Au Cameroun, une campagne lancée au sein de la communauté Mbororo dans la région de l'Adamawa va sillonner quelques villages durant l'année 2021 pour remettre 600 actes de naissance à des enfants jusqu'ici sans identité. Les statistiques révèlent qu'à peine la moitié des enfants de moins de 5 ans vivant sur le continent africain sont enregistrés à la naissance. Lorsque l'enseignante demande à sa mère son certificat de naissance, elle ne l'a pas. À ce moment-là, Ada croit que son rêve de poursuivre ses études et de devenir médecin va prendre fin. En Afrique, un enfant sur 2 n'est pas enregistré. Ces images qui reflètent la réalité dans de nombreuses communautés africaines soutiennent la campagne « Mon nom est personne » pour chaque enfant une identité légale, pour chaque enfant l'accès à la justice, campagne lancée en juin 2020 par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'Union africaine. Une initiative visant à promouvoir le droit de chaque enfant en Afrique à une identité légale, un accès sûr au système de services sociaux, notamment la santé, l'éducation et la justice. Nous plaidons pour que les gouvernements révisent leurs lois et politiques et travaillent avec les communautés pour faire évoluer les attitudes et les comportements démontrant la valeur et les avantages de l'enregistrement des naissances, créer une demande en ce sens et rendre l'enregistrement des naissances gratuit et accessible pour tous. La situation des enfants invisibles s'est encore accentuée avec la pandémie du coronavirus, de nombreuses maternités et centres d'enregistrement des naissances ayant été rendus inaccessibles. C'est dans ce contexte que la plupart des États membres de l'Union africaine se sont ralliés à la campagne « Mon nom est personne », ce qui aboutit à l'adoption d'une déclaration qui appelle à la mise en œuvre des 3 facteurs de changement, l'interopérabilité, la numérisation et la décentralisation. Un bilan de la mise en œuvre de la campagne ainsi que les recommandations adoptées seront présentées lors de la 6e conférence des ministres au Mozambique en octobre 2021. Le continent africain en croisade pour s'approvisionner en vaccins contre la Covid-19. Selon un rapport de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en Afrique, les réfugiés et les migrants continuent de se heurter à de sérieux obstacles pour accéder aux vaccins. L'inclusion équitable de cette population dans les stratégies et les plans de vaccination est loin d'être universelle, malgré certains progrès réalisés dans les politiques. Écoutons à ce propos Anne Burton, chef de la section du HCR pour la santé publique. Refugees and other populations that some of the requirements that governments have put in place to register for the vaccine require national. Certaines des exigences que les gouvernements ont mis en place pour s'inscrire au vaccin nécessitent des documents d'identité nationaux que les réfugiés et les apatrides n'ont pas souvent. Nous essayons donc de trouver des accords avec les gouvernements pour pouvoir procéder autrement avec d'autres documents. Nous avons également participé à la formation du personnel pour diagnostiquer et gérer les cas. Et l'un des domaines les plus importants sur lesquels nous travaillons est également la communication avec les communautés. Donc, informer les communautés de ce qui se passe, de ce à quoi elles peuvent s'attendre, tout en essayant de transmettre des informations sur la façon de minimiser le risque de transmission de Covid et sur les lieux où elles peuvent se rendre si elles présentaient des symptômes. To minimize the risk of transmitting COVID, where they could go if they got symptoms.
C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.